Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire criminelle liée à la J-pop. Je sais que j'ai une série sur ma chaîne qui s'appelle Crimes, temps et controverses dans la K-pop. Mais il y a en fait aussi beaucoup d'histoires folles dans la J-pop, probablement même plus que dans la K-pop pour être honnête. Donc si vous pouvez penser à un nom plus inclusif pour la série, faites-le moi savoir dans les commentaires de toute façon. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'un des harceleurs de célébrités les plus prolifiques du Japon, Tomohiro Iwasaki. Maintenant, Tomohiro était un individu assez déséquilibré et obsédé, qui avait un long passé de harcèlement et de traque de célébrités féminines. Mais malgré de nombreuses plaintes de différentes célébrités concernant son comportement inquiétant, la police n'a absolument rien fait pour arrêter Tomohiro ou protéger les victimes, car il ne considérait tout simplement pas le harcèlement comme une menace sérieuse. Cela a duré jusqu'à ce que Tomohiro finisse par poignarder brutalement l'une de ses victimes, une idole du nom de Mayu Tomita. Cette affaire me met vraiment hors de moi, et je suis presque sûre que vous serez tout aussi agacés que moi à la fin de cette vidéo. Tomohiro Iwasaki est né en 1988 dans une famille de classe moyenne dans la ville d'Isasaki. Il était en fait le plus jeune de 3 enfants, et d'après ce que je peux voir, il semblait avoir eu une enfance relativement normale. Ses enseignants et ses camarades de classe le décrivaient comme un enfant calme et poli qui ne causait pas beaucoup de problèmes, et apparemment, il réussissait aussi plutôt bien à l'école. Mais sa véritable passion résidait en réalité dans le judo. Vous voyez, Tomohiro avait toujours rêvé de devenir un athlète olympique de judo, et il aurait donc passé des heures à s'entraîner chaque jour après l'école. Et il était finalement devenu si doué qu'il a remporté plusieurs tournois nationaux, et à un moment donné, il aurait même affronté le champion du monde en titre, Ryunosuke Haga. Grâce à ses exploits sportifs, il a finalement obtenu une bourse complète pour l'une des meilleures écoles de sport du Japon. Malheureusement, c'est à ce moment-là que sa vie a commencé à mal tourner. Tomohiro a soudainement commencé à se replier sur lui-même, s'éloignant de ses amis et de sa famille. Bien sûr, il avait toujours été quelqu'un de discret, mais désormais, il restait presque totalement silencieux pendant des jours entiers. Et à cause de cela, il n'est pas surprenant qu'il ait eu du mal à se faire des amis dans son nouveau lycée. Le problème est devenu si grave qu'il a dû abandonner l'école après seulement quelques mois. Il a ensuite essayé de se réinscrire dans un autre lycée, mais il a rencontré les mêmes problèmes et a dû abandonner à nouveau. Mais peut-être encore plus inquiétant, c'est aussi à cette période que Tomohiro a complètement abandonné ses rêves de toujours de devenir athlète de judo. À la place, il a soudainement déménagé à Kyoto tout seul et a commencé à prendre des petits boulots dans le secteur de l'aménagement paysager. C'était quelque chose qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. La famille de Tomohiro soupçonne aujourd'hui qu'il souffrait peut-être d'une dépression non diagnostiquée. Son frère aîné a mentionné que Tomohiro était quelqu'un qui avait vraiment du mal à communiquer ses émotions et ses difficultés. Il est possible que lorsqu'il a commencé à se sentir déprimé, il se soit simplement refermé sur lui-même et se soit de plus en plus replié dans son propre monde. Son unique exutoire semblait être son blog, où il écrivait régulièrement à propos de ses pensées sombres, disant des choses comme « J'aimais trop les humains, j'attendais trop ». Et quel est le sens de la vie? À mesure que Tomohiro devenait de plus en plus isolé, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment envie d'interaction sociale, mais qu'il ne savait tout simplement pas comment créer des liens personnels avec les autres. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se tourner vers l'industrie de la J-pop pour combler son vide. De nombreuses célébrités japonaises interagissent avec leurs fans lors d'événements tels que des poignées de main, des diffusions en direct et des rencontres. Et c'est généralement un excellent moyen pour les célébrités et les fans d'apprendre à mieux se connaître. Mais parfois, cela peut aussi amener certains fans à penser qu'ils ont réellement une sorte de relation personnelle avec la célébrité. C'est exactement ce qui est arrivé à Tomohiro. Je veux dire, ces interactions lui ont enfin permis de se sentir accepté et valorisé pour une fois, ce qui l'a amené à développer une obsession pour plusieurs de ces célébrités féminines. Il passait des heures à s'obséder sur chacun de leurs faits et gestes et publiait sans cesse à leur sujet sur ses blogs. Et il a même commencé à harceler certaines de ses artistes, leur envoyant des cadeaux non désirés et des messages d'amour, pour ensuite se vexer lorsqu'elles ne répondaient pas à ses sentiments. En 2013, une idole a même signalé à la police que Tomohiro lui avait envoyé des menaces de mort. La police aurait convoqué Tomohiro au commissariat, mais comme il ne s'est pas présenté,
ils ont tout simplement abandonné et classé l'affaire. Et puis, en 2015, une autre idole a également porté plainte contre Tomohiro après l'avoir vu la suivre partout. Mais encore une fois, la police a simplement étouffé l'affaire et aucune autre mesure n'a été prise. Fait intéressant, il a fini par arrêter de soutenir, ou plutôt devrais-je dire, de harceler, la plupart de ces célébrités féminines après qu'elles aient commis des actes qu'il considérait comme impurs. Tomohiro était obsédé par l'idée de pureté, et même s'il objectivait et sexualisait souvent les célébrités féminines sur son blog, il détestait lorsqu'elles assumaient réellement leur propre sexualité. Un exemple de cela serait l'actrice Ai Hashimoto. Tomohiro était en fait fan d'Ai depuis plus de 3 ans, mais lorsque Ai a admis qu'elle aimait regarder de la pornographie, Tomohiro est devenu furieux. Et il a publié un article de blog disant qu'il ne pouvait plus la soutenir. Il a écrit « Je savais depuis longtemps qu'Ai Hashimoto avait un tempérament pervers. Mais quand j'ai vu un article disant qu'elle était accro à la pornographie romantique, cela m'a vraiment dégoûté. » Il a aussi critiqué Rino Sashihara, membre de AKB 48 Suite, à son implication dans un scandale amoureux. Et il a même écrit un article de blog affirmant que toute femme apparaissant dans des films pornographiques devrait simplement se suicider. Quoi ? Mec, de quoi tu parles, cela ? On pourrait penser que quelqu'un avec des principes moraux aussi élevés s'appliquerait ces mêmes principes à lui-même, non ? Eh bien non, parce que, devine qui a joué dans une vidéo porno ? C'est ça, Tomohiro l'a fait. Alors, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis demandé, et tu te demandes sûrement aussi, comment quelqu'un d'aussi maladroit que Tomohiro devient une star du porno ? Eh bien, il s'avère que la vidéo dans laquelle il est apparu s'appelait en fait Yui Hatano et les vrais amateurs passent à l'action. Et, comme le nom l'indique, tout le concept de cette vidéo est que tous ces hommes sont censés être des amateurs vierges qui n'ont jamais eu la moindre expérience de relation avec des femmes. Et ils s'étaient en fait portés volontaires pour participer à ce film gratuitement, essentiellement pour vivre leur première expérience sexuelle. Je veux dire, le porno japonais, c'est vraiment quelque chose à part. Mais oui, si ce n'était pas déjà assez évident, c'est juste une confirmation supplémentaire que Tomohiro n'avait pas beaucoup d'expérience avec les femmes, ce qui a peut-être aussi contribué à son comportement de harceleur. Il en a d'ailleurs parlé sur son blog, affirmant qu'il avait étudié et lu sur l'amour. Il s'était inscrit sur un site de rencontre, mais n'avait pas encore réussi à rencontrer quelqu'un. À ce moment-là, Tomohiro était dans la fin de la vingtaine et il se sentait très seul. Il voulait désespérément être en couple. Pourtant, toutes les célébrités féminines qu'il avait approchées l'avaient soit ignoré, soit pire encore, l'avaient dénoncé à la police. C'est à ce moment-là que Tomohiro s'est rendu compte qu'il visait peut-être un peu trop haut. Après tout, la plupart des femmes dont il était obsédé étaient de grandes célébrités, qui avaient probablement déjà des milliers de fans masculins cherchant à attirer leur attention. Tomohiro en est venu à la conclusion qu'il devait probablement viser des femmes un peu plus terre-à-terre, un peu plus accessibles, je suppose qu'on pourrait dire. C'est donc à ce moment-là qu'il a jeté son dévolu sur l'industrie des idoles underground. Pour vous donner un peu de contexte, les idoles underground sont en gros des idoles moins connues qui se produisent dans de petits lieux, comme des restaurants ou des conventions. Et comme elles ont des bases de fans très réduites, elles interagissent généralement beaucoup plus avec chacun de leurs fans. Tomohiro a compris que ce serait un excellent moyen pour lui de se rapprocher de l'idole. Et il s'est aussi dit que, puisque ces idoles étaient les moins connues, elles seraient probablement plus reconnaissantes de son soutien et pourraient potentiellement lui accorder l'attention et l'affection qu'il pensait tant mériter. Il a donc commencé à rôder autour de ces événements underground et à suivre des artistes moins connus. Et c'est à ce moment-là qu'une chanteuse du nom de Mayu Tomita a attiré son attention. Mayu est née en octobre 1995. Elle était connue comme une personne très brillante et intelligente. Et à ce moment-là, elle étudiait en fait l'administration des affaires à l'Université d'Asie, qui se trouve à Tokyo. Ses professeurs la décrivaient comme une étudiante enthousiaste qui excellait dans de nombreux domaines, y compris sur le plan académique. Malgré ses nombreux talents, la véritable passion de Mayu était la musique. Elle aimait vraiment chanter, jouer de la guitare et composer, et elle avait toujours rêvé de devenir auteure-compositrice-interprète. Mais malheureusement, le chemin vers le succès musical n'est pas toujours facile. Et même si Mayu voulait devenir chanteuse, elle a en fait dû faire ses débuts en tant que mannequin en 2010 à la place. Lorsqu'elle est apparue sur la pochette de l'album du groupe de rock Galileo Galilei, puis en 2011, elle est devenue actrice et idole
jouant l'un des rôles principaux dans une émission télévisée appelée Secret Girls. Cette émission ressemblait un peu à Hannah Montana et elle parlait d'un groupe de filles qui menaient une double vie, étudiante ordinaire et en même temps membre d'un groupe d'idoles. C'était vraiment ce qui a le plus rapproché Mayu de devenir chanteuse. Et le groupe fictif a même participé à plusieurs événements musicaux. Mais malheureusement, après la fin de l'émission, la carrière de Mayu s'est un peu essoufflée, et à part quelques apparitions en caméo, elle n'avait pratiquement plus de travail. Donc, en 2015, elle a finalement quitté son label pour poursuivre son rêve d'enfance de devenir auteure-compositrice-interprète à plein temps. Elle était évidemment très enthousiaste à ce sujet, mais en même temps, comme elle n'avait pas de label, il était vraiment difficile pour sa musique de devenir populaire. Elle n'avait qu'environ 13 000 abonnés sur Twitter, et elle est devenue, je suppose qu'on pourrait dire, une chanteuse underground. Mais malgré cela, Mayu n'a pas abandonné, et elle a simplement travaillé encore plus dur pour se promouvoir partout où elle le pouvait. Elle s'est produite dans diverses conventions et productions théâtrales, et elle a même rejoint Ecolife, qui était un groupe de musiciens indépendants se produisant dans des restaurants à travers Tokyo. Et c'est à travers tous ces événements que Mayu s'est fait de nombreux amis dans l'industrie musicale. Et malheureusement, c'est aussi ainsi que Tomohiro a fini par la découvrir. On ne sait pas exactement lors de quel événement Tomohiro a aperçu Mayu pour la première fois, mais d'après son historique en ligne, il semble qu'il soit devenu son fan. Quelque part au début de 2015. Au début, Tomohiro a réussi, je dirais, à se faire passer pour un fan ordinaire. Il aimait et commentait les publications de Mayu comme tout le monde, et il assistait aussi à ses événements en lui apportant des cadeaux, comme des fleurs et des sucreries. Cependant, Tomohiro n'a pas pu cacher ses comportements de harceleur très longtemps, et avec le temps, il a commencé à adopter des attitudes de plus en plus inquiétantes envers Mayu. Il a commencé à exprimer sur ses blogs qu'il voulait épouser Mayu et avoir des enfants avec elle. Et il a même commencé à offrir à Mayu des cadeaux étranges, comme des livres et des magazines obscènes, qu'elle acceptait à contre-cœur. Elle essayait probablement d'être polie avec ses fans, mais cela a donné une mauvaise idée à Tomohiro. Et il croyait qu'à force d'avoir offert autant de cadeaux à Mayu, il avait désormais droit à son amour et à son affection. Au moment où le 17 janvier 2016 est arrivé, Tomohiro était devenu tellement délirant qu'il a réellement décidé qu'il allait lui demander sa main. Il a donc acheté son cadeau le plus cher jusqu'à présent, une montre de luxe et quelques livres. Et il s'est rendu au restaurant italien Camerino, où Mayu et son groupe, Ecolife, devaient se produire ce soir-là. Après la performance de Mayu, il lui a remis les cadeaux et aurait tenté de lui faire sa demande en mariage. Mayu a de nouveau accepté les cadeaux. Et elle a dit à Tomohiro que, bien sûr, elle ne pouvait pas l'épouser, mais qu'elle avait en fait un compte Twitter et que s'il le souhaitait, il pouvait la suivre là-bas pour avoir plus de nouvelles. Tomohiro était absolument ravi par cela. En dehors de son blog, il n'avait jamais utilisé Twitter ou d'autres réseaux sociaux auparavant. Et comme il était totalement étranger au concept des réseaux sociaux, il semblait avoir complètement mal compris comment cela fonctionnait. Au cours de mes recherches, il m'a vraiment semblé qu'il pensait que Twitter était une sorte de plateforme exclusive où les gens avaient eux des conversations intimes et personnelles, un peu comme WhatsApp, je suppose. Donc, même si Mayu avait rejeté sa demande en mariage, le fait qu'elle lui ait dit de la suivre sur Twitter a donné à Tomohiro l'impression qu'il venait d'être invité à rejoindre son cercle exclusif. Alors, le lendemain, il a immédiatement créé son compte Twitter et a suivi Mayu, et il a aussi suivi l'ami de Mayu, Riko Matsumura. Riko était en fait une collègue musicienne d'Ecolife, et Tomohiro l'avait découverte lorsqu'elle avait joué avec Mayu au restaurant la veille au soir. Il a commencé à tweeter avec enthousiasme aux deux femmes, s'attendant pleinement à ce qu'elles répondent, et à sa grande joie, Riko a effectivement répondu et l'a même suivi en retour. Riko ne connaissait clairement pas très bien Tomohiro à ce moment-là et n'avait aucune idée de ses tendances de harceleur. Cependant, on ne pouvait pas en dire autant de Mayu. Tomohiro était fan de Mayu depuis plus d'1 an à ce moment-là, et son comportement de plus en plus inquiétant dérangeait honnêtement Mayu depuis un bon moment. Au début, Mayu a essayé d'ignorer son instinct, mais la demande en mariage était tout simplement une étape de trop pour elle. Elle se serait confiée à ses amis au sujet de la situation et aurait même publié un tweet énigmatique faisant allusion à une situation problématique. Bien que Mayu ait toujours été fière de sa proximité avec ses fans, elle s'est rendue compte qu'elle devait probablement s'éloigner de Tomohiro au plus vite, avant que son obsession ne s'aggrave. Alors, elle ne l'a jamais suivi en retour, ni répondu à aucun de ses tweets.
Au fil des jours, alors que les tweets de Tomohiro restaient sans réponse, il commença à s'impatienter avec Mayu. N'avait-elle pas vu ses tweets ou était-elle trop occupée pour répondre? Tomohiro ne comprenait tout simplement pas pourquoi Mayu semblait l'ignorer, alors il se mit à écrire. Des choses comme ton absence de réponse sont un acte malveillant, et l'affection peut facilement se transformer en haine. D'habitude, j'aime bien Mayu. Mais les choses n'ont fait qu'empirer lorsque, le 30 janvier, Mayu et Riko ont publié des photos d'elle en train de traîner ensemble. Et puis, par coïncidence, le lendemain, Riko a arrêté de suivre Tomohiro et a mis son compte en privé. Tomohiro s'est dit que cela devait probablement être parce que Mayu avait dû dire du mal de lui à Riko, ce qui, pour être honnête, est sans doute vrai. Je veux dire, si j'étais Mayu, je voudrais probablement protéger mes amis et leur parler d'un éventuel harceleur. Évidemment, cela a mis Tomohiro en colère. Il a commencé à harceler Riko et Mayu avec des tweets, exigeant de savoir pourquoi il avait été désabonné. Il était particulièrement en colère contre Mayu. Il n'arrivait pas à croire qu'après tout l'argent et le temps qu'il avait investi en elle, elle soit allée derrière son dos pour dire du mal de lui. Dans l'esprit de Tomohiro, il pensait que Mayu était devenue ingrate et prétentieuse, et son amour intense pour elle s'est vite transformé en haine. Il a changé son nom d'utilisateur Twitter en « Celle qui ne t'aime pas, c'est de la merde ». Et il a commencé à inonder le Twitter et le blog de Mayu de plus de 400 messages haineux par mois, avec des commentaires menaçants comme « Je n'oublierai jamais la façon dont tu me méprises » et « Meurs, 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 meurs ». Puis, le 27 avril, il a encore publié un de ses horribles tweets, cette fois en insinuant que Mayu était avide et ingrate d'avoir accepté ses cadeaux. Tout cela devenait trop pour Mayu et elle a décidé que c'en était assez. Franchement, elle ne voulait même pas des cadeaux de Tomohiro au départ. Et maintenant qu'il les utilisait comme moyen de pression contre elle, elle a décidé qu'il valait mieux les lui rendre pour ne plus rien lui devoir. Alors, dès le lendemain, elle a renvoyé la montre de luxe et plusieurs des livres obscènes à Tomohiro par la poste. Mais lorsque Tomohiro a reçu ce colis, il est devenu encore plus en colère. Il avait l'impression que Mayu l'avait humilié et rejeté en renvoyant les cadeaux, et par dépit, il a commencé à exiger que Mayu lui rende absolument tout ce qu'il lui avait offert, y compris les fleurs, les bonbons et d'autres choses datant de plusieurs mois. Et il a même laissé ce message en commentaire sous la publication de Mayu, ce qui, sans que personne ne le sache, allait en réalité s'avérer être un avertissement inquiétant des événements à venir. Mayu a finalement fini par bloquer Tomohiro cet après-midi-là, mais il a refusé d'abandonner et a commencé à harceler l'une des amies de Mayu, une chanteuse du nom de Yamagata Momoko. Au lieu de cela, il a inondé sans pitié le compte Twitter de la pauvre Yamagata avec d'innombrables, et je veux dire vraiment innombrables messages, exigeant qu'elle dise à Mayu de lui rendre tous les objets les restants. Le 29 avril, il a écrit « Dis à Mayu de la rencontrer pour tout rendre ». Le 1er mai, il a exigé que tout soit rendu, affirmant que certaines choses manquaient encore. Le 2 mai, mon colis n'est pas arrivé. Que fait Mayu en la rencontrant? Le 3 mai, rends-le vite. Le 4 mai. Retour le 6 mai. Pourquoi pas le 7 mai après une semaine? Mes cadeaux ne sont toujours pas rendus. Il n'arrêtait pas de parler de ces cadeaux stupides. En lisant ça, je commençais vraiment à m'agacer. Il agissait comme si ces cadeaux étaient ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Alors qu'entre nous, soyons honnêtes, qui voudrait de ces magazines obscènes? De toute façon, à ce stade, Mayu était évidemment terrifiée et sa famille était aussi très inquiète pour sa sécurité. Donc, le 4 mai, sa mère a tenté de signaler Tomohiro au poste de police de Kyoto. Elle pensait que ce serait le bon poste de police ou faire le signalement, puisque Tomohiro se trouvait à Kyoto. Cependant, la police de Kyoto lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider et lui a conseillé de signaler l'incident à la police de Tokyo à la place, puisque Mayu se trouvait à Tokyo. Donc, Mayu a suivi leurs instructions et a fait un signalement à la police métropolitaine de Tokyo, le 9 mai, et elle avait même apporté avec elle 61 impressions et 60 captures d'écran des messages haineux de Tomohiro sur Twitter. Cependant, malgré toutes les preuves, la police a complètement rejeté les inquiétudes de Mayu, affirmant que cela ne relevait pas des lois anti-harcèlement actuelles du Japon. Je vais faire une courte digression sur les lois anti-harcèlement au Japon. En effet, cela joue un rôle crucial dans cette affaire. Et cela montre aussi à quel point les lois dépassées ont laissé tomber Mayu et tant d'autres victimes au Japon. La loi anti-harcèlement a été introduite pour la première fois dans les années 2000 suite à une affaire très médiatisée de meurtre liée au harcèlement. La victime avait fait plusieurs signalements à la police,
concernant son harceleur qui la suivait partout. Mais à l'époque, la police ne pensait pas que suivre quelqu'un constituait une menace physique. Et donc, ils ont essentiellement ignoré la victime, ce qui a fini par entraîner son meurtre. À cause de cela, la loi anti-harcèlement a été introduite, rendant les actes de harcèlement physique illégaux. En 2013, une autre affaire de meurtre très médiatisée liée au harcèlement s'est produite. Cette fois, la victime avait tenté de demander de l'aide à la police après avoir été harcelée par email. Cependant, comme les lois anti-harcèlement de l'époque ne concernaient que le harcèlement physique en personne, la police n'a pas considéré le harcèlement par email comme une menace. Et ils l'ont ignoré, ce qui a conduit à son meurtre également. Suite à cela, le Japon a ajouté le harcèlement par email à la liste des actes de harcèlement illégaux. Tout cela nous ramène donc à l'affaire de Mayu. À ce stade, nous sommes en 2016, et les lois anti-harcèlement couvrent à la fois le harcèlement en personne et par email. Mais cette fois, ce que Mayu subissait, c'était du harcèlement sur les réseaux sociaux, et cela n'était pas inclus dans les lois anti-harcèlement. Comme vous pouvez l'imaginer, la police ne voyait pas cela comme une menace. Vous voyez un schéma qui se répète ici ? C'est presque comme s'ils n'avaient rien appris de toutes les affaires de harcèlement passées. Et en plus, la police a même affirmé que les tweets n'étaient beaucoup pas considérés comme menaçants à la base. Parce que Tomohiro n'a jamais explicitement utilisé le mot « tuer ». Notez que Tomohiro a effectivement écrit le mot « mourir », mais comme ce n'était pas spécifiquement le mot « tuer », la police n'a pas considéré cela comme une menace. Écoutez, je comprends que la police doive avoir des directives et des politiques, mais le monde n'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Et je trouve que c'est assez ridicule, voire presque comique, de voir à quel point la police et la loi n'ont absolument pas pris en compte la moindre nuance. Et honnêtement, je n'arrive même pas à imaginer à quel point tout cela a dû être frustrant pour Mayu et sa famille. Bref, au fil du temps, comme rien n'a été fait, le harcèlement a évidemment continué et Mayu est devenue de plus en plus effrayée. Le 19 mai, Mayu a tenté de faire une nouvelle demande désespérée à la police. Elle devait en fait se produire à un événement appelé Solid Girls Night Volume 11, seulement 2 jours plus tard, et elle craignait que Tomohiro ne se présente. Elle a supplié la police d'assurer une sécurité supplémentaire, juste au cas où. Mais encore une fois, la police a ignoré ses préoccupations, affirmant que Tomohiro avait seulement besoin de temps pour se calmer, et qu'il allait très probablement surmonter son obsession avant le jour de l'événement. Mais bien sûr, ils avaient tort. L'obsession de Tomohiro pour Mayu ne s'était pas calmée. Au contraire, sa haine envers Mayu semblait s'intensifier au fil des jours. Et à ce stade, il était devenu tellement déséquilibré qu'il voulait vraiment la tuer. Alors, quand il a appris l'existence de l'événement Solid Girls Night Volume 11, il s'est évidemment dit que ce serait l'occasion idéale pour mettre son plan à exécution. Il a donc acheté en ligne un couteau de poche de 8,2 cm et a commencé à planifier son attaque. Enfin, le jour de l'événement est arrivé. C'était le 21 mai 2016. Et ce matin-là, Tomohiro a pris son couteau de poche et a quitté la maison vers 7 h du matin. Il a voyagé pendant plus de 3 heures jusqu'à l'ouest de Tokyo, où se trouvait le lieu de l'événement. Il pensait que Mayu arriverait probablement au lieu de l'événement en train. Alors il a attendu pendant des heures à la gare voisine. Tout en postant des messages inquiétants sur son blog, disant des choses comme « C'est généralement la honte, pas la motivation, qui pousse les gens à agir ». Finalement, vers 17 h, Mayu est arrivée à la gare. Dès que Tomohiro l'a vue, il a commencé à la suivre à distance, pendant qu'elle se dirigeait vers le lieu de l'événement. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le bâtiment, Tomohiro l'a alors confrontée, exigeant de savoir pourquoi elle avait renvoyé ses cadeaux. Terrifiée, Mayu a donné une réponse ambiguë avant de se retourner rapidement et d'essayer de partir. Elle a alors sorti son téléphone et a désespérément tenté d'appeler la police. Mais avant même qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Tomohiro s'est soudainement jeté sur elle et l'a attaquée à plusieurs reprises, la poignardant avec son couteau de poche. En criant « Meurs, meurs, meurs !» L'appel téléphonique avec la police était en fait toujours en cours pendant tout ce temps. Et on pourrait penser que la police essaierait probablement de localiser rapidement son téléphone portable pour découvrir où elle se trouve, non ? Mais non, la police a simplement supposé qu'elle était chez elle et a envoyé des agents à son adresse personnelle à la place. Heureusement, environ 2 minutes après le début de l'attaque, des passants ont entendu les cris de Mayu et ont alerté la police. Au moment où la police est finalement arrivée au bon endroit, Mayu avait déjà été poignardée 61 fois. Elle avait des coups de couteau sur tout le corps, notamment aux yeux, à la poitrine et au cou.
Les blessures étaient absolument atroces, pour tout dire. Elle a été rapidement conduite à l'hôpital, où elle est tombée dans le coma et a subi une crise cardiaque. Pendant ce temps, Tomohiro, toujours sur les lieux du crime, a été arrêté sur le champ. Lors de son interrogatoire, Tomohiro n'a montré aucun remords. Il a plaidé coupable de tentative de meurtre, mais a affirmé ne pas devoir d'excuses à Mayu. Il a affirmé que c'était Mayu qui l'avait poussé à perdre son sang-froid en ne donnant pas de réponse satisfaisante sur la raison pour laquelle elle avait rendu ses cadeaux. Même maintenant, après tout ce qu'il avait fait, Tomohiro avait toujours l'impression d'être la victime dans cette situation. Et il a même admis fièrement qu'il avait eu l'intention de tuer Mayu ce jour-là. Heureusement, il s'avère qu'il n'a pas réussi. Parce qu'après avoir été dans le coma pendant presque 2 semaines, Mayu a miraculeusement repris connaissance. Il s'avère que les coups de couteau avaient d'une manière ou d'une autre épargné ses organes vitaux, mais bien sûr, cela ne voulait pas dire qu'elle était sortie de l'attaque indemne. Elle a gardé de graves cicatrices au visage, une paralysie partielle et une déficience visuelle, et elle a dû subir des mois de chirurgie reconstructive et de physiothérapie. Mais malgré toutes ces blessures, Mayu était déterminée à obtenir justice. Et donc, elle a courageusement aidé aux enquêtes et a même accepté de témoigner lors de la condamnation de Tomohiro. L'audience de la condamnation a finalement commencé en février 2017. Et comme elle l'avait promis, Mayu a préparé et lu sa déclaration d'impact sur la victime. Selon les journalistes présents dans la salle d'audience, Tomohiro a été vu en train de rire et de ricaner tout le temps, et à un moment donné, il a même crié sur Mayu. Mais malgré son absence totale de remords et la gravité du crime, Tomohiro n'a été condamné qu'à 14 ans et demi de prison. Sa peine légère a choqué la nation et provoqué une énorme indignation publique, de nombreux Japonais critiquant le gouvernement et la police pour leur attitude laxiste envers le harcèlement. En 2019, Mayu elle-même a fini par poursuivre le gouvernement métropolitain de Tokyo pour sa négligence et son inaction. Au cours de son procès, elle a souligné qu'il y avait de nombreuses autres victimes de harcèlement qui avaient également été ignorées par les autorités. Et elle espérait que son affaire pousserait la police à réévaluer son attitude face au harcèlement, en particulier lorsqu'il s'agissait de harcèlement en ligne. L'ensemble de l'incident a finalement poussé le gouvernement japonais à réviser ses lois anti-harcèlement, et la définition du harcèlement a depuis été élargie pour inclure toutes les formes de harcèlement en ligne. La police a présenté des excuses officielles à Mayu pour la gestion de la situation, mais ces excuses tardives sont insuffisantes. Même aujourd'hui, 6 ans après l'attaque, Mayu doit encore faire face aux conséquences à long terme de ses blessures. Les photos récentes de ses bras montrent encore qu'elle a de nombreuses cicatrices. Et elle ne peut toujours pas manger ou chanter correctement, et elle n'a pas le contrôle total de ses doigts, ce qui l'empêche de jouer de son instrument préféré, la guitare. Sans parler du fait que l'attaque l'a aussi affectée mentalement, lui causant de l'insomnie et un trouble de stress post-traumatique. C'est vraiment triste, car Mayu n'avait que 21 ans au moment de l'attaque. Elle venait tout juste de commencer à poursuivre son rêve de devenir chanteuse, et toute sa carrière était encore devant elle. Tout ça pour que Tomohiro lui vole complètement tous ses espoirs et ses rêves. Même si Tomohiro est actuellement en prison, Mayu a également exprimé qu'elle est vraiment inquiète de ce qui pourrait se passer après sa libération. Il lui reste environ 9 ans de peine à purger. Et compte tenu de son passé, beaucoup de gens pensent bien qu'il pourrait simplement continuer à terroriser Mayu après sa libération. Ou peut-être même s'en prendre à une autre célébrité féminine. Je veux dire, si on y réfléchit, les harceleurs comme Tomohiro deviennent harceleurs justement parce qu'ils ont déjà une personnalité obsessionnelle et délirante. Et je doute vraiment que les mettre en prison pendant quelques années va soudainement les guérir de toutes ces tendances. À mon avis, il faut faire plus après la peine de prison pour continuer à surveiller ces harceleurs. Et j'imagine qu'un programme de réhabilitation obligatoire ou même un registre des harceleurs pourrait être plus utile pour vraiment réformer ces harceleurs et assurer la sécurité des victimes sur le long terme. Mais bien sûr, ce ne sont que mes opinions, et heureusement, je n'ai jamais été dans cette situation moi-même. Mais si l'un d'entre vous a déjà été victime de harcèlement, je serais vraiment intéressée de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Et voilà, cela conclut l'histoire terrifiante du harceleur d'idoles J-pop, Tomohiro Iwasaki. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, j'apprécierais vraiment un pouce bleu et un abonnement. N'oubliez pas de consulter mon Patreon pour des vidéos plus détendues et mes documents de recherche. Et enfin, si vous avez d'autres suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.
Salut!